Je suis honorée de participer aujourd'hui à ce cours supérieur pour vous parler d'un sujet qui est d'actualité et qui restera bien sûr d'actualité, qui est la prise en charge d'une crise d'asthme. Donc l'asthme, c'est une maladie qui est connue depuis l'Antiquité et les traitements avant c'était basé sur l'inhalation de fumée d'herbes à base d'atropine et d'opiacés, de produits opiacés qui avaient des propriétés bronchodilatatrices, et ce n'est que dans les dernières années que les traitements ont évolué. Alors, je vais commencer par définir l'exacerbation. Alors, dans la littérature, on parle presque plus de crise d'asthme, on parle essentiellement d'exacerbation d'asthme, qui est une détérioration aiguë ou subaiguë des symptômes ou de la fonction respiratoire chez un patient par rapport à son état de base. Alors, on préfère ce terme-là à la crise d'asthme parce que la crise, c'est par définition un début aigu, donc pour ne pas sous-diagnostiquer l'exacerbation. Donc cette exacerbation, elle survient le plus souvent chez des patients qui sont mal contrôlés, mais elle peut se voir chez des patients qui sont relativement bien contrôlés et qui ont un asthme qui n'est pas très sévère. Et cette exacerbation peut être inaugurale. Alors, il y a plusieurs étiologies à cet incident, à cette exacerbation. Et les étiologies sont multiples. Il peut s'agir d'une exposition à des allergènes, notamment maintenant les pollineuses, mais aussi à l'alternariat avec des crises qui sont parfois sévères, mais aussi à la pollution et surtout les infections. Il faut savoir qu'il y a une interaction entre ces différents éléments, ce qui rend parfois une action préventive sur les exacerbations parfois difficiles. Alors, je vais parler un peu des infections. Alors, les infections, c'est la cause la plus fréquente des exacerbations et surtout, en tête de liste, c'est les infections virales, surtout chez l'enfant, un tout petit peu moins chez l'adulte, et on remarque que les infections virales chez l'adulte, ça précède un peu celles des enfants parce que finalement, c'est les personnes qui vont contaminer les plus petits. Et il y a plusieurs agents responsables, notamment essentiellement le rhinovirus, qui, en plus de son rôle probable dans la genèse de la maladie asthmatique, est responsable d'exacerbation. On parle d'un défaut de production des interférents qui rendrait susceptibles ces patients à cette infection virale. Alors, est-ce qu'il n'y a que les virus ou autre chose? Maintenant, on s'intéresse de plus en plus au rôle du mycoplasme et qui, dans certaines études, ça peut atteindre 50% des cas d'exacerbation. Donc, il peut être à l'origine d'exacerbation dans 50% des cas. Mais on voit sur ce schéma l'interaction de différents facteurs. Au fait, les allergènes, d'une part, ils vont augmenter la susceptibilité des patients aux infections virales. On va avoir une altération de l'immunité antivirale et d'autre part, les virus qui vont favoriser la co-infection avec les bactéries atypiques. Est-ce que ces bactéries atypiques sont vraiment responsables de l'exacerbation ou pas? Ça, on ne le sait pas et probablement il y aurait un portage qui est détecté par la méthode PCR sans que ça soit vraiment un rôle étiologique. Alors, pour traiter ces patients, il faut tout d'abord, la première étape, et c'est une étape basique, c'est évaluer la sévérité de l'exacerbation. On connaît tous la classification de la crise d'asthme en légère, modérée, sévère et en asthme presque mortel. Maintenant, les classifications sont un peu plus simplifiées et selon le GINA, on classe actuellement, on regroupe l'exacerbation légère et modérée parce que le traitement c'est presque pareil. Il y a l'exacerbation sévère et l'exacerbation presque mortelle. Donc l'exacerbation légère ou modérée, c'est simple, c'est un patient qui peut faire des phrases complètes, qui n'est pas agité, qui est polypnéique mais dont la fréquence respiratoire reste inférieure à 30 cycles par minute. Il n'y a pas de sollicitation des muscles respiratoires accessoires. Il est tachycarde avec une fréquence cardiaque inférieure à 120.
Sa saturation reste conservée à plus de 90% et un débit expiratoire de pointe supérieur à 50%. Par contre, l'exacerbation sévère, c'est un patient qui va être plus gêné, il va pas pouvoir faire des phrases complètes, il va parler avec des mots entrecoupés, il sera penché en avant, agité, polypnéique à plus de 30 cycles par minute, tachycarde à plus de 120 cycles par minute, il sera hypoxique avec un DEP inférieur à 50%. Bien sûr, l'asthme presque mortel ou life-threatening asthma, c'est un patient qui va avoir un de ces signes suivants de gravité. Il va être somnolent, confus, avec un silence auscultatoire. Il faut savoir qu'un seul de ces éléments suffit à classer la crise. Alors, je vais détailler maintenant un peu les moyens thérapeutiques dont on dispose. Et ces moyens thérapeutiques n'ont pas beaucoup changé et ils sont basés donc sur le trépied qu'on connaît tous, qui est l'oxygénation, la bronchodilatation et les médicaments anti-inflammatoires, notamment les corticostéroïdes. Alors l'oxygénothérapie n'est pas systématique lorsqu'il s'agit d'une crise d'asthme ou d'une exacerbation légère ou modérée. Et quand on la met, on a un seul objectif, c'est avoir une saturation qui va atteindre 93 à 95% chez l'adulte. On est plus exigeant chez l'enfant avec une saturation qui doit être au minimum à 94%, mais aussi chez la femme enceinte. Obtenir une saturation à 100%, ce ne serait pas très bénéfique parce qu'on a démontré que ça pouvait aggraver une hypercapnie, ça pouvait entraîner une hypercapnie chez des patients qui ont une crise d'asthme assez sévère. Donc on va administrer l'oxygène par lunette nasale ou par masque. Et quand on fait des nébulisations, il faut un bon débit pour avoir un bon aérosol, mais aussi pour éviter l'hypoxémie induite par les bronchodilatateurs. Donc le deuxième médicament qui est important dans la prise en charge de l'exacerbation ou la crise d'asthme, c'est les bronchodilatateurs et c'est les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action. C'est un médicament qui doit être administré en première intention, même au début, donc au domicile du patient. Il a un effet bronchodilatateur, mais il a d'autres effets, notamment des effets anti-inflammatoires, en inhibant la libération de médiateurs, en inhibant le recrutement de polynucléaires neutrophiles. Ça améliore la clairance ciliaire. Il faut savoir que les effets anti-inflammatoires, ils ont été démontrés in vitro. Donc, il faut faire très attention parce que c'est des médicaments qui vont aussi aggraver l'hyperréactivité bronchique s'ils sont utilisés seuls ou en continu. Et ça a été incriminé dans les pics de mortalité dans les années 70 en Angleterre parce que ces médicaments étaient justement utilisés seuls. Alors, ces médicaments, ils ont aussi donc un revers de la médaille puisqu'ils ont des effets indésirables qu'on connaît tous, tels que les tremblements, la tachycardie, les céphalées, mais aussi un effet vasodilatateur pulmonaire. Donc, ils vont entraîner une vasodilatation, ils vont améliorer la perfusion pulmonaire et donc aggraver l'effet shunt. Donc, on peut avoir une hypoxémie lorsque on va utiliser les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action sans oxygène dans les crises sévères. Donc, il faut associer l'oxygène systématiquement en crise sévère et ensuite le poursuivre après aérosol parce que cet effet shunt peut persister par la suite. Alors, on a comparé la voie IV associée à la voie inhalée par rapport à la voie inhalée seule et on a pu démontrer que ce n'était pas supérieur à la voie inhalée seule. Ça ne diminuait pas le risque d'hospitalisation et on a même démontré que ça pouvait aggraver, avoir des effets secondaires, notamment cardiaques. Et dans une étude, on a même trouvé une élévation des troponines chez des enfants. Donc, les bronchodilatateurs, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action par voie inhalée, c'est la meilleure voie, mais comment ? Alors, on a essayé donc de voir si donner les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action par chambre d'inhalation ou en aérosol, est-ce qu'il y avait une différence ou pas? Alors, c'est des études qui ont inclus des patients qui n'avaient pas d'exacerbation sévère. Donc, c'est des études qui ont inclus soit des enfants et des adultes. Et on a montré que utiliser la chambre d'inhalation avait donné des résultats équivalents aux aérosols en termes de risque d'hospitalisation.
c'était meilleur en termes de temps passé aux urgences. Des enfants, ils passaient 3 fois moins de temps aux urgences. Le temps passé aux urgences était le même pour les adultes. Ça permettait d'améliorer la fonction respiratoire et le débit expiratoire de pointe d'une façon équivalente, et on avait quand même moins d'effets indésirables liés à l'utilisation donc des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action via une chambre d'inhalation. Alors, on recommande actuellement l'utilisation des bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, donc à raison de 4 à 10 bouffées toutes les 20 minutes la première heure, puis 4 à 10 bouffées toutes les 3-4 heures, et ça, je le répète bien, pour les patients qui ont une crise ou une exacerbation légère à modérée. Donc ça a la même efficacité que les nébulisations et probablement moins d'effets secondaires. Alors, on a comparé aussi le fait de donner en continu, c'est-à-dire plus de 4 nébulisations par heure par rapport à l'intermittent. Ça diminuait le risque d'hospitalisation, surtout pour les obstructions les plus sévères. Ça permet d'améliorer la fonction respiratoire, mais d'une façon qui est discrète, et ils étaient relativement bien tolérés. Alors qu'en hospitalisation, les patients qui étaient hospitalisés, il vaudrait mieux donner aux patients les dosettes de bêta-2 mimétiques, et ils pouvaient s'administrer à la demande leur aérosol. Et ça a montré qu'on avait une hospitalisation qui est plus courte, on avait moins d'effets secondaires, et on a remarqué que les patients avaient recours finalement à moins de nébulisation que si on faisait d'une façon systématique les aérosols toutes les 4 heures. Quelle serait la place de l'adrénaline ? La seule place pour ce médicament, c'est lorsqu'on a une anaphylaxie associée. Et on a comparé la nébulisation d'adrénaline par rapport au salbutamol, et il n'y avait pas d'avantage de ce traitement par rapport au salbutamol. Donc un autre médicament bronchodilatateur qui mérite d'être détaillé, c'est les anticholinergiques. Alors on utilise le bromure d'ipratropium, qui est l'atrevant, et l'indication de ce traitement serait de faire les 3 nébulisations à 0,5 mg dans la première heure et pas plus, parce que ça n'améliorerait pas plus la fonction respiratoire, et ça ne diminuait pas la durée d'hospitalisation. Ils sont moins efficaces que les bêta-2 mimétiques, et avec un lent délai d'action, une puissance moyenne, mais c'est un effet qui persiste entre 3 et 9 heures. Alors, ces anticholinergiques seront par contre réservés aux exacerbations sévères. Ça diminue le risque d'hospitalisation lorsqu'ils sont administrés aux urgences, chez les enfants comme chez les adultes. Ça améliore la fonction respiratoire, et on voit sur ces 2 diagrammes que le bénéfice sur la fonction respiratoire est plus important lorsque le VMS initial à la consultation d'urgence était plus bas. Donc le bénéfice est important lorsque l'exacerbation est plus sévère. Par contre, ce que j'ai déjà dit, ça ne raccourcissait pas la durée d'hospitalisation chez l'enfant et probablement chez l'adulte lorsqu'ils sont utilisés en hospitalisation. Donc le deuxième volet thérapeutique qui est important dans la prise en charge de l'exacerbation est la corticothérapie. C'est tout ce que les corticoïdes ont un effet anti-inflammatoire qui est important, mais aussi il a d'autres effets. Ça doit être administré très précocement dès l'arrivée du patient aux urgences, et même à domicile dès la première heure, parce que son action est retardée. À côté de ces effets anti-inflammatoires qu'on voit à gauche, il a aussi d'autres effets, donc notamment sur les récepteurs adrénergiques. Et ça, c'est un effet qui est très important, parce que ça permet d'augmenter le nombre de récepteurs bêta-2, d'augmenter l'affinité de ces récepteurs au bêta-2 agonistes, parce qu'on sait maintenant qu'il y a un effet d'internalisation de ces récepteurs sous l'effet de l'administration de ces bêta-2 mimétiques. On a comparé la voie orale à la voie IV, et on a montré qu'il n'y avait aucune supériorité de la voie IV par rapport à la voie orale. Ça avait le même délai d'action, la même durée d'hospitalisation.
Donc, on va administrer la voie orale plus que la voie IV, sauf chez les patients donc, qui ont des troubles de la conscience ou qui ont des troubles digestifs et qui ne peuvent pas donc avaler. On a aussi comparé les fortes doses aux faibles doses, 8 mg kg versus 1 à 2 mg kg, il n'y avait pas de supériorité, voire plus d'effets indésirables. Alors, la durée de ce traitement corticoïde. La durée optimale serait aux alentours de 5 jours. C'est 5 à 7 jours qui ont finalement la même efficacité qu'un traitement de 10 à 14 jours. Pour certains patients, donc à la sortie des urgences, si on suspecte une mauvaise observance de ce traitement, on pourrait administrer une dose unique de dexaméthasone, qui est quand même une dose importante, qui serait équivalente à 2 mg kg de prédnisone pendant 5 jours chez l'enfant. Mais aussi une injection de méthylprédnisone chez l'adulte aux urgences, mais cet effet serait incertain et on a remarqué qu'il y avait plus d'effets indésirables locaux, notamment la douleur et le risque d'infection. Donc la corticothérapie par voie orale, qu'est-ce qu'il en est de la voie inhalée? On a essayé de comparer la corticothérapie inhalée seule aux urgences versus placebo et on a montré que comparé au placebo, ça améliorait donc l'état clinique du patient et ça diminuait le risque d'hospitalisation. Malheureusement, il y avait des groupes très hétérogènes, ils n'ont pas pu comparer donc, les corticoïdes inhalés aux corticoïdes par voie orale, donc il n'y a pas de recommandation actuellement pour ce traitement aux urgences chez les adultes. C'est un traitement qui est un peu plus utilisé chez les enfants, mais il y a très probablement une supériorité de la voie systémique par rapport à la voie inhalée. Donc la dose de corticothérapie serait de 1 mg kg jour chez l'adulte avec un maximum de 50 mg. Donc on imagine c'est 10 comprimés maximum de cortencil à 5 mg et de 1 à 2 mg kg jour maximum de 40 mg chez l'enfant. La durée elle est de 5 à 7 jours chez l'adulte et de 3 à 5 jours chez l'enfant. Alors, on a vu les traitements les plus importants. Il y a d'autres traitements qui sont utilisés chez les patients en exacerbation, et notamment le sulfate de magnésium. Alors, le sulfate de magnésium, il est utilisé parce qu'on sait qu'il a un effet donc, mieux relaxant en inhibant les canaux calcium, en inhibant la libération d'acétylcholine. Ils auraient aussi un effet anti-inflammatoire en inhibant la libération de médiateurs par les lymphocytes, les macrophages, et en inhibant les polynucléaires neutrophiles, mais aussi ça permettait d'augmenter l'affinité des récepteurs bêta. Alors, il y a des méta-analyses qui ont été faites par rapport à l'utilisation du sulfate de magnésium et on sait maintenant qu'une dose unique de 2 grammes diluée dans 50 à 100 ml de sérum physiologique ou de sérum glucosé à 5% sur 15 à 30 minutes permettait de diminuer le nombre d'hospitalisations et ça améliorait la fonction respiratoire chez les patients. C'est une amélioration qui est toutefois minime. Avec quand même une surveillance qui doit être faite puisqu'il peut y avoir des effets secondaires, notamment une hypotension. Alors, quelle est la place de ces médicaments? C'est des médicaments qui doivent être utilisés en cas d'exacerbation sévère qui ne répondent pas au traitement habituel. C'est une dose unique de 2 grammes en IVL sur 20 minutes et de 25 mg kg pour l'enfant. Le sulfate de magnésium a aussi été utilisé sous sa forme inhalée. Alors ça, c'est une revue systématique de la littérature avec une méta-analyse qui a étudié à la fois la voie intraveineuse mais aussi inhalée et on va s'intéresser à la forme inhalée de ce médicament. Donc c'est 8 études chez des adultes et une étude pédiatrique et on a montré qu'il y avait un effet sur la fonction respiratoire, ça a amélioré la fonction respiratoire chez les adultes, mais ce n'était pas significatif chez les enfants, et ça diminuait le risque d'hospitalisation chez les adultes, mais on n'avait pas de résultats concluants chez l'enfant. Donc, vu qu'il y avait des doses très variables entre les études, il n'y a pas de consensus, et sur une dernière récente méta-analyse, son efficacité n'est pas prouvée. Alors, les autres traitements.
Donc l'association hélium-oxygène, ou ce qu'on appelle l'héliox, a été essayée dans plusieurs études dans les crises d'asthme sévères. Donc l'hélium, c'est un gaz qui a une faible densité donc qui donnerait donc une amélioration chez ces patients, une amélioration clinique, et surtout lorsqu'il est associé aux nébulisations. Par contre, son coût élevé, les résultats controversés fait qu'il n'y a pas actuellement d'indication consensuelle de ce traitement. La théophiline IV est abandonnée du fait de ses effets secondaires, et les antileucotriènes ont aussi été utilisées, donc essayées par voie orale et par voie IV. Ça a entraîné une discrète amélioration de la fonction respiratoire, mais ça ne diminuait pas le risque d'hospitalisation. Donc ça reste un traitement cher qui ne donne pas d'effet intéressant, donc pas de place actuellement. Alors la ventilation non invasive, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est un traitement qui doit être fait uniquement en milieu de réanimation. Ça ne doit pas retarder une ventilation mécanique. Le principe, c'est de lutter contre l'autopep, de délivrer une aide inspiratoire pour diminuer le travail musculaire. Sa place reste controversée et ça permet d'améliorer les échanges gazeux et la fonction respiratoire chez des patients qui sont bien sélectionnés, qui ont une hypercapnie qui n'est pas très importante, moins de 60, et qui doivent être bien conscients. Donc ils doivent être pris en charge en milieu de réanimation pour être intubés au moment opportun. Et on peut par contre la prescrire chez des patients qui ont un asthme vieilli qui va se comporter comme une BPCO. Donc on ne va pas s'amuser à ventiler des patients avec un asthme sévère dans un milieu d'hospitalisation conventionnelle. Alors pour résumer tout ça, la conduite pratique aux urgences, il faut avoir une évaluation initiale. Si le patient présente des signes de gravité, là, il doit être pris en charge en réanimation. On doit commencer le traitement très rapidement, même au domicile du patient, même dans le cabinet. Donc, oxygène, les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action, corticoïdes, et préparer le patient pour l'intubation. Sinon, on va évaluer la sévérité plus tranquillement. Si la crise ou l'exacerbation est légère à modérée, on va commencer les bêta-2 mimétiques de courte durée d'action par une chambre d'inhalation. On va peut-être utiliser le bromure d'ipratropium quand la crise est un peu plus sévère. Les corticoïdes par voie orale ont une indication plus large actuellement dans les nouvelles recommandations, et l'oxygénothérapie si possible. Par contre, si la crise est sévère, là on va mettre des bronchodilatateurs de courte durée d'action par voie inhalée, donc en aérosol, associer le bromure d'ipratropium, les corticoïdes, voir s'il y a une indication au sulfate de magnésium. On doit évaluer systématiquement à 1 heure. S'il y a une aggravation, c'est la réanimation. Par contre, dans les autres cas, on va se fier soit à la clinique, soit au DEP, soit aux deux. Et s'il y a une amélioration, un DEP entre 60 et 80%, on peut laisser le patient entrer à domicile. Par contre, si le DEP est inférieur à 60% et il y a une absence d'amélioration clinique, on va continuer le traitement et évaluer notre patient. Alors, quand hospitalisé, bien sûr, quand il n'y a pas de réponse clinique, quand il y a des facteurs de risque de mortalité, et ça, on les connaît tous, donc je vais insister sur le fait que le GINA insiste sur le fait que les patients qui n'ont pas de plan d'action sont des patients à risque de mortalité, et ça, on doit réfléchir dessus. Si le DEP initial est inférieur à 25%, il faut hospitaliser le patient, ou s'il ne répond pas donc au traitement, bien sûr, s'il y a une impossibilité du suivi. La programmation du suivi est très importante. Aux urgences, les urgences, ça ne doit pas être un passage accidentel. On doit profiter de ce passage pour éduquer le patient. On doit vérifier la technique, l'observance, la compréhension du plan d'action. Je sais que c'est parfois difficile pour nos jeunes résidents avec des urgences qui sont pleines, mais on doit profiter de faire ça pour éviter justement le retour aux urgences de ces patients. Il faut identifier la cause de l'exacerbation. Profiter pour démarrer un traitement de fond et ne pas prescrire des bronchodilatateurs seuls. Doubler, voire quadrupler les doses de corticoïdes inhalés pendant 2 à 4 semaines. Ça permet de diminuer les phénomènes inflammatoires et un traitement de secours au besoin. Alors, je vais insister un tout petit peu sur le plan d'action qui est le meilleur moyen de prévenir les exacerbations, mais selon le GINA, c'est un continuum de la prise en charge de l'exacerbation. Donc, un patient qui va avoir recours à plus de 2 jours de bêta-2 mimétiques de courte durée d'action avec une interférence avec son activité quotidienne, il doit augmenter ses bêta-2 de courte durée d'action
augmenter son traitement de fond et il doit donc revoir ce traitement après 48 heures. S'il n'y a pas d'amélioration après 48 heures ou s'il a un DEP initial inférieur à 60%, il doit prendre des corticoïdes par voie générale et contacter son médecin. Alors pour la gestion du traitement de secours, donc les bêta-2 mimétiques, il doit augmenter son traitement avec une chambre d'inhalation et s'il a un traitement associé à un budesonide formotérol, il doit augmenter son traitement sans dépasser 72 microgrammes de formotérol. Le traitement de fond, donc on a dit qu'il faut au moins doubler la dose de corticoïdes inhalés avec un maximum de 2000 microgrammes et augmenter son traitement s'il est sous association jusqu'à atteindre donc cette dose, que ce soit sous formotérol ou un autre bêta-2 mimétique de longue durée d'action. Alors, pour finir, je vais conclure par le fait que les exacerbations, c'est un coût supplémentaire. Une exacerbation chez un patient va multiplier par 3 le coût annuel de sa maladie. Les traitements n'ont pas beaucoup changé, ils restent classiques, mais par contre, ce qui a changé, c'est la gestion de ces traitements, la durée, le mode de prise de ces médicaments, les doses qui sont plus fines, qui permettent d'avoir une efficacité sans avoir trop d'effets secondaires. On insiste actuellement sur l'importance de la prévention et l'importance de l'autogestion de l'exacerbation par des plans d'action personnalisés qui vont être la première étape de la prise en charge de l'exacerbation. Et je vous remercie.